tout de suite, place à notre grand angle. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une personnalité au parcours hors norme, le chef pâtissier et entrepreneur français Yazid Hichemraen. L'histoire d'une enfance partagée entre famille d'accueil et foyer. Et pourtant, en 2014, à seulement 22 ans, il devient champion du monde de desserts glacés. Il est aujourd'hui décrit comme le pâtissier des stars. Il est reconnu à l'international. Un destin qui force l'admiration. Bonsoir Yazid Hichemraen. Alors le grand public vous a découvert cette année, notamment à travers le film À la belle étoile, qui a été inspiré de votre vie. Vous êtes aussi l'auteur de 2 livres, Un rêve d'enfant étoilé et Créer pour survivre, vivre pour ne pas sombrer. Enfant, est-ce que vous imaginiez avoir un tel destin ? Absolument pas. Je l'espérais très fortement, mais j'imaginais absolument pas un quart de tout ce que je vis actuellement. Alors, vous avez eu une enfance assez, on va dire, difficile, sans réelle attache familiale. Vous avez, je crois, été abandonné par votre père. Votre mère avait une addiction à l'alcool. Quels ont été, dans ce contexte, vos premiers contacts avec la pâtisserie ? Alors la pâtisserie m'a été amenée de la manière humaine la plus belle qui soit. En fait, j'ai été éduqué et accueilli par une famille d'accueil à Chouilly, que monsieur et madame Bin et Yves. Ça a été leur métier de m'éduquer, mais il s'est passé une connexion humaine qui a fait qu'aujourd'hui c'est comme mes parents. Et il se trouve que leurs 2 fils étaient pâtissiers en grande distribution, donc j'ai grandi avec le goût populaire de la pâtisserie. Les éclairs de la GMS et tout un tas d'autres choses. Et puis, ça m'a donné le ton sur au moins la particularité des choses sucrées à manger et à fabriquer. Et justement, enfant, qu'est-ce que ça vous apportait concrètement la pâtisserie ? Parce que je crois que tous les enfants aiment faire avec leurs parents ou avec leurs proches des gâteaux. Vous, j'imagine que pour en faire votre destin, ça a dû vous apporter quelque chose en plus de plus fort peut-être que les autres enfants. Bien sûr, alors c'est une très bonne question. Quand on grandit à l'aide sociale à l'enfance, comme ça, quand on est éduqué par des gens qui ne sont pas forcément notre famille, notre sang, on cherche sans cesse, entre guillemets, ça a été le cas pour moi, la reconnaissance dans les yeux de tout le monde. Et moi, ma reconnaissance, je l'ai eue dès ma tendre enfance en faisant les gâteaux au yaourt avec ma tati le mercredi après-midi à la maison. Et il se trouve que plus j'ai eu de reconnaissance par rapport à cette passion de pâtisserie, et plus j'ai été boulimique et addict moi aussi de ce métier, parce que au début tous les choix que j'ai faits ça a été par manque de reconnaissance, et puis après je me suis passionné et ça a fait ce que je fais aujourd'hui. Et ça a été peut-être aussi le cadre dont vous aviez besoin pour vous construire dans une certaine mesure, parce que c'est vrai que dans le monde de la pâtisserie, on parle de brigade. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous a guidé, comme d'autres pourraient faire le choix, par exemple, d'entrer à l'armée. Bon, vous, c'est la pâtisserie que vous avez choisie. Exactement. Encore une fois, quand on grandit à l'aide sociale à l'enfance, on a des lacunes humaines et sentimentales qui nous font faire parfois certaines bêtises par rébellion de jeunesse. Et il se trouve que moi, très rapidement, j'ai été cadré et éduqué. Ce métier de pâtissier m'a sauvé la vie par rapport à toutes les valeurs de rigueur, d'engagement et de régularité qu'il faut acquérir pour être un bon pâtissier. Alors vous dites que ce métier vous a sauvé la vie, mais vous avez quand même un parcours assez semé d'embûches. Et notamment, il y a quelque chose qui moi, m'a beaucoup frappé, étonné, c'est lorsque vous étiez sous-chef pâtissier d'un grand hôtel à Monaco. À ce moment-là de votre vie, vous n'aviez pas de logement et vous dormiez un petit peu plus loin, à Nice, sur la plage de Galets, c'est ça ? Exactement. Bon, j'ai essayé de dormir à Monaco, mais en quelques minutes, j'ai été expulsé. Il y a une très bonne sécurité sur la ville de Monaco, et il se trouve que je dormais donc sur la plage de Galets à Nice. Tous les matins, je prenais ma douche froide, là où on enlève le sable habituellement. Et j'avais à l'époque, avant le plan DigiPirate, donc mes affaires aux consignes de la gare. Et j'avais fait le choix de dormir dehors parce que tout simplement, j'avais pas assez d'argent pour avoir un appartement, pas de famille, donc pas de garant. Et quand on est dans mon cas, essayer de rêver dans des villes telles que Monaco ou le sud de la France, c'est plutôt compliqué. Donc j'ai passé, évolué jour après l'autre, de manière à pouvoir m'en sortir. Et c'est encore une fois ce métier qui me permettait de tenir la journée. Je travaillais dans un des plus beaux palaces de Monaco. Et la nuit, je revenais à ma réalité, je dormais dehors. Mais chaque nuit où je dormais dehors,
c'était un leitmotiv pour réussir le lendemain à Monaco quand j'étais sous-chef pâtissier. On imagine que le contraste entre la vie de palace la journée et la vie sur la plage la nuit devait être assez saisissant. Est-ce que c'est quelque chose qui a contribué à vous donner une forme de désir de revanche et de rage de vous en sortir? Parce que c'est ça aussi qu'on ressent à travers votre parcours. Bien sûr, alors la rage de m'en sortir, c'est une très bonne expression. C'est une expression que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est quelque chose qu'a à voir avec soi-même. La revanche, il y a toujours une connotation un peu négative, donc c'est pas forcément une revanche parce que mon parcours, même s'il a été très compliqué dès ma tendre enfance, il fait aussi les lettres de noblesse que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance d'avoir vécu ce que j'ai vécu, même si sur le coup, ça a été très difficile pour moi. Mais c'est vrai que ça a été un leitmotiv pour essayer en tout cas de m'en sortir. Et lorsque vous étiez dans cette période un petit peu de difficulté, sans toit effectivement, mais avec un travail à Monaco, est-ce que vos camarades en cuisine étaient au courant de votre situation ou c'est quelque chose dont vous avez parlé plus tard, maintenant que vous êtes voilà, dans une phase peut-être plus positive et plus mis en avant de votre vie? Est-ce que vous avez attendu avant d'en parler autour de vous? Alors bien entendu, j'ai attendu avant d'en parler au plus grand nombre, comme ce que je fais aujourd'hui. Mais il se trouve que, et ça m'a aussi sauvé, il y a un de mes jeunes commis à l'époque, j'étais sous-chef, et le commis c'est le plus petit grade d'une brigade, qui s'appelle Emmanuel, qui est toujours mon ami d'ailleurs, qui un jour m'a vu en flagrant délit en train de dormir sur un banc. Et c'est une scène d'ailleurs qu'on retrouve dans le film À la belle étoile qui raconte votre parcours. Exactement, et c'était important pour moi de la raconter. Il se trouve que comme dans ce genre d'établissement, on a beaucoup de pression, qu'on exécute les choses à haut niveau. Des fois, j'arrivais au travail un peu plus fatigué que d'autres, forcément, en fonction du temps et de la manière dont j'avais dormi sur la plage de Galets. Et un jour, Emmanuel donc, a craqué et allé voir le chef. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé, c'est une scène de film ça aussi, je me suis retrouvé de dehors, donc la plage de Galets à Nice, à une suite junior au Métropole avec du gel douche de grande marque et une salle de bain en marbre. Enfin, c'est quand même un très gros paradoxe et ça s'est fait parce que j'ai été pudique donc dans un premier temps, mais à un moment je me suis livré et l'hôtel m'a aidé. Et vous avez effectivement eu des mains tendues. Donc, quand vous étiez au plus fort de vos difficultés, vous n'avez jamais eu à un moment envie de baisser les bras, vous ne vous êtes jamais senti découragé, parce qu'il faut quand même s'accrocher pour arriver là où vous êtes arrivé, et notamment, on va y revenir dans un instant, à ce titre de champion du monde de dessert glacé. Il se trouve que, pour être complètement honnête, bien entendu, comme chaque être humain, j'ai eu envie, et même dans ma vie d'aujourd'hui, parfois envie d'arrêter quand la douleur est trop grande et que les épreuves semblent insurmontables. Mais quelle est la solution? J'avais pas forcément à l'époque de famille, ni personne sur qui compter. Et il fallait mettre tout simplement un pas après l'autre. Et comme j'avais une passion, un but et un rêve, à force de travail, j'ai continué dans mes gâteaux sans savoir réellement où j'allais aller. En faisant preuve que d'une seule chose, c'est la régularité dans mon travail, avec la recherche de l'excellence. Et je pense que quand on recherche, quoi qu'il arrive, l'excellence, même dans les plus difficiles moments de notre vie, on arrive toujours à acquérir quelque chose de valorisable. Et en tout cas, cette régularité, cette recherche d'excellence, elle a payé, puisqu'en 2014, lorsque vous êtes tout jeune, vous avez la vingtaine, 22 ans. 22 ans exactement, vous décrochez le titre, le sacre de champion du monde de dessert glacé. Qu'est-ce que ça a changé à votre quotidien, ce titre? Ça a changé absolument toute ma vie parce que le titre de champion du monde de pâtisserie ou glace, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois avec énormément de remises en question, beaucoup de sculptures en chocolat. J'ai recommencé un gâteau 121 fois, par exemple, pour réussir à obtenir les bons goûts, les bonnes textures et le bon design. Et il se trouve que, au-delà de la crédibilité que ça m'a apporté dans ce métier, qui m'a permis de trouver beaucoup plus de travail et être à l'abri, parce que moi, c'était un peu mon souci au début, c'était de me dire, si je suis pas bon dans ce métier, peut-être que je vais retourner dormir dehors. Donc ça a changé ma vie dans ce sens-là. Et au-delà de ça, c'est à partir du moment où j'ai gagné cette fameuse Coupe du Monde que le réel difficile travail a été à mettre en place. Parce que avoir un titre, c'est facile de l'obtenir. Il faut beaucoup de travail et de remise en question et de rigueur. Néanmoins, en être à la hauteur chaque jour,
c'est encore un autre travail et depuis ce titre, ma vie est une perpétuelle remise en question de manière à me mettre à niveau de ce que j'ai pas eu. Je suis pas forcément allé à l'école, donc j'apprends l'anglais tous les jours, j'essaie d'écrire sans faute d'orthographe. Voilà, j'essaie de me mettre à niveau à la hauteur des entreprises que j'essaie de créer par rapport à ce métier qui est extraordinaire. Et effectivement, on sent que vous avez en tout cas une détermination. Vous disiez que vous appreniez l'anglais. J'imagine que ça doit être effectivement assez indispensable dans votre carrière qui a quand même pris un tournant international. C'est dingue, ouais. Aujourd'hui, vos pâtisseries, où est-ce qu'on peut les déguster dans le monde? Parce qu'il n'y a pas qu'à Paris. Alors oui, c'est aussi pour ça que j'apprends l'anglais, parce que j'ai fait 37 pays les 5 dernières années hors Covid. Et il se trouve que j'ai ouvert des boutiques donc à Mykonos en Grèce, à Gstad en Suisse, au Qatar, à Bahreïn et à Courchevel depuis peu. Et là, j'ouvre à Paris très prochainement, au mois d'avril, dans le 1er arrondissement. Et je récupère la responsabilité d'un palace parisien dont je ne communiquerai pas pour le moment le nom. Vous ne voulez pas nous donner le nom? Hélas, mais ça me fera l'occasion de vous revoir et revenir. Mais tout va se faire à partir de mars prochain et je suis assez fier de pas cette finalité, mais ce renouveau départ. Comment est-ce que vous décririez la philosophie de vos pâtisseries, ce qui fait peut-être l'âme de vos créations? Parce que ce n'est pas simplement reproduire des recettes. Vous êtes vraiment un créateur. Ouais. Comment est-ce que vous définiriez votre pâte, votre particularité? Alors c'est aussi une belle question, on me la pose que trop rarement. Ma pâtisserie, c'est avant tout une histoire d'âme, une histoire d'amour entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. C'est une extrême simplicité, mais en même temps complexité dans le choix des matières premières. Je mets un intérêt tout particulier à choisir les meilleures matières premières un peu partout dans le monde, tout en faisant de plus en plus attention, bien entendu, à l'empreinte carbone. Si on peut travailler avec des producteurs français, on le fait. Et il se trouve que mon métier de pâtissier n'est pas de changer à outrance les produits, mais de les valoriser et d'avoir quelque chose d'élégant à la dégustation, pas trop sucré, équilibré, en 3 textures et 3 goûts pour que ce soit compris d'un maximum de personnes. Et pour finir, Yazid Hichemraen, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont vos prochains rêves? Ouais, j'ai à peu près tout réalisé. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'avez que 32 ans. Par rapport à ce que je m'étais fixé il y a à peu près 15 ans et ce qu'on peut voir aussi dans mon livre, j'ai vraiment acquéri à ce que je voulais avoir d'un point de vue professionnel. Maintenant, ce qu'on peut me souhaiter, c'est juste d'être suffisamment équilibré pour être heureux. Voilà. Et ben, en tout cas, on vous le souhaite, ce bonheur. Merci beaucoup, Yazid Hichemraen. Je rappelle le titre de vos 2 livres, Un rêve d'enfant étoilé et Créer pour survivre, vivre pour ne pas sombrer. Merci d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes.